Bonjour et bienvenue sur Ça parle histoire, tes cours d'histoire géo résumés en vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le chapitre d'histoire, un monde bipolaire au temps de la guerre froide, en classe de 3e. Toutes les définitions se trouvent en fin de vidéo et en description. Et n'oubliez pas, si cette chaîne peut exister, c'est grâce à votre soutien, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee ou Utip. C'est parti. La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever, et après tant de conflits, en si peu de temps, je rappelle qu'il y a eu la Première Guerre mondiale il n'y a pas si longtemps, l'ONU, ou Organisation des Nations Unies, est fondée le 24 octobre 1945 à San Francisco, aux États-Unis, et dont l'objectif principal est de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Malgré cela, 2 ans après la fin de cette guerre terrible aux plus de 70 millions de victimes, le monde se divise en 1947. D'un côté le bloc occidental, capitaliste et libéral dirigé par les États-Unis, de l'autre le bloc soviétique, communiste et autoritaire mené par l'URSS. Ceux qu'on va appeler les deux grands détiennent une arme dévastatrice, l'arme atomique. Et pour éviter de l'utiliser, les deux puissances tout au long de ce nouveau conflit ne vont jamais s'affronter, du moins jamais directement. C'est pour ça qu'on parle de guerre froide, car il n'y a aucun conflit direct entre les deux grands. Par contre, ils se font de très nombreuses fois la guerre avec des alliés interposés. Par exemple, A fait la guerre à B, et États-Unis va soutenir A, et B sera soutenu par l'URSS. Voilà, on ne se fait pas la guerre officiellement, mais on soutient les autres. C'est ça la guerre froide. Mais attention, cette rivalité entre eux provoque de nombreuses tensions et conflits dans le monde entier, et fait planer la menace plusieurs fois d'une guerre nucléaire durant des décennies. Et ces tensions ne sont pas que militaires. États-Unis et URSS se livrent une compétition dans tous les domaines, idéologiques, militaires, économiques, culturel ou encore scientifique, notamment dans la conquête spatiale. Ainsi, la problématique du chapitre est pourquoi et comment États-Unis et URSS s'affrontent-ils de 1947 à 1991. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe, qui a souffert de nombreux bombardements, des combats, etc., sort très affaiblie du conflit, tandis que les États-Unis et l'URSS font figure de grands vainqueurs sur l'Allemagne nazie. C'est d'ailleurs l'URSS qui a pris la capitale allemande, Berlin, le 2 mai 1945, tandis que l'Europe de l'Ouest était libérée par les Alliés, dont les États-Unis. Très rapidement, des tensions apparaissent entre eux car leurs idéologies sont incompatibles. Démocratie et capitalisme côté américain, autoritarisme et communisme côté URSS. Les États-Unis et l'URSS essaient alors d'étendre leur influence sur le monde, et notamment dans les pays qu'ils ont libérés. L'URSS impose dans les pays libérés des dictatures communistes, et les États-Unis aident économiquement les pays qu'ils ont libérés, ils leur prêtent de l'argent quoi. C'est ce qu'on a appelé le plan Marshall en 1947, et dont le principal but est de s'assurer la fidélité de ces pays et empêcher une expansion du communisme. On assiste ainsi à la naissance des deux blocs d'alliance, dont une des limites visibles se situe en Europe, c'est le rideau de fer. D'un côté le bloc de l'Est communiste, qui comprend évidemment l'URSS, mais aussi des pays d'Europe de l'Est comme la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie et la RDA. Hors d'Europe, on y trouve la Corée du Nord, Cuba et la Chine par exemple. Certains membres de ce bloc sont alliés militairement entre eux dans une nouvelle alliance, le pacte de Varsovie, conclu le 14 mai 1955 à Varsovie en Pologne. Et un peu à l'image du plan Marshall, l'URSS crée le 5 janvier 1949 le CAEM, ou Conseil d'assistance économique mutuelle, une organisation d'entraide entre les différents pays communistes. Et de l'autre côté, le bloc de l'Ouest, avec les États-Unis, et l'Europe de l'Ouest comme le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, le Portugal, la RFA, etc., etc. Les alliés hors d'Europe sont très nombreux, on a par exemple la quasi-totalité du continent américain, excepté Cuba, l'Australie, la Thaïlande, le Japon, les Philippines, la Turquie, le Pakistan, l'Iran, l'Arabie Saoudite et l'Afrique du Sud par exemple. J'ai pas cité tout le monde, hein. Quant aux nombreux pays d'Afrique, la plupart appartiennent encore à des puissances coloniales européennes. Certains membres de ce bloc sont alliés militairement entre eux dans une nouvelle alliance, l'OTAN, ou Organisation du traité de l'Atlantique Nord, créée le 4 avril 1949 à Washington, aux États-Unis. Pour terminer cette partie, il faut que vous connaissiez les différentes périodes de la guerre froide. De 1947 à 1952, c'est la constitution des deux blocs. Bah oui, ils ne se sont pas créés du jour au lendemain. Donc c'est la période où on fait des alliances économiques, militaires, pour s'assurer la fidélité de chacun. CAEM, pacte de Varsovie, OTAN, plan Marshall, voilà, vous avez compris. Entre 1953 et 1962, c'est ce qu'on a appelé la coexistence pacifique. La mort de Staline en 1953 apaise un peu les tensions, mais cela n'empêche pas les conflits, comme par exemple la crise des missiles de Cuba ou le mur de Berlin dont on va parler dans la partie suivante. Cette période est également caractérisée par ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. En fait, ça signifie que États-Unis et URSS ont tellement d'armes nucléaires qu'ils peuvent se détruire mutuellement, et ils en ont conscience. Donc, équilibre de la terreur, on a énormément d'armes, et si tu veux pas que je les utilise, t'as pas intérêt à m'énerver.
Entre 1962 et 1975, c'est la détente, après la crise des missiles de Cuba qui a mené le monde au bord de la Troisième Guerre mondiale, au bord de la guerre nucléaire. Les dirigeants américains et soviétiques se disent qu'il va peut-être falloir se calmer un petit peu. Donc ils signent en 1968 un traité de non-prolifération des armes nucléaires. Mais cela n'empêche toujours pas des conflits comme la guerre du Vietnam ou la guerre des 6 jours. Entre 1975 et 1985, c'est la dernière phase, la guerre fraîche, pour évoquer, après cette période de détente, un retour à la guerre froide entre les deux blocs qui voient leurs relations internationales détériorées. Et ensuite, c'est très résumé, mais l'URSS est en crise politique et économique à partir des années 80, incapable d'y faire face, le nouveau dirigeant Gorbatchev, en place depuis 1985, tente de réformer l'URSS avec le glasnost ou la perestroïka, mais l'URSS s'effondre en 1991, c'est la fin de la guerre froide. Ces deux blocs dont on a parlé juste avant vont s'opposer sur de nombreux points et vont chacun adopter une doctrine. Pour les États-Unis, on parle de doctrine Truman, du nom du président américain de l'époque, qui distingue deux modes de vie. Le mode de vie américain, basé sur la volonté de la majorité, ça veut dire démocratie, au cas où vous n'auriez pas compris, des gouvernements représentatifs, des élections libres, des garanties pour les libertés individuelles, etc. Et d'un autre côté, le mode de vie soviétique, basé sur la volonté d'une minorité, imposée à la majorité, sur la terreur et l'oppression, sur une radio et une presse contrôlée, sur des élections dirigées et sur la suppression de la liberté individuelle. Les États-Unis défendent un modèle idéologique libéral qui accepte les inégalités de richesse, mais qui s'appuie sur les libertés fondamentales comme la liberté de la presse ou de réunion et sur le pluripartisme. Ça veut dire qu'il y a plusieurs partis politiques. Pour l'URSS, on a la doctrine Jdanov, et oui, vous devez vous en rappeler. C'est le nom d'un homme politique proche de Staline. Selon lui, les États-Unis cherchent à étendre leur domination via un impérialisme, et ils sont les ennemis dangereux de l'indépendance nationale et de l'autodétermination des peuples. L'URSS défend les peuples opprimés et s'érige en un rempart sûr dans la défense de l'égalité des droits et de l'autodétermination nationale des peuples. Vous l'avez compris, l'URSS défend le modèle communiste, prône l'égalité sociale et la collectivisation de tous les moyens de production. Le Parti communiste est le seul autorisé et les libertés fondamentales n'existent pas. Dans les deux camps, on fait en sorte que la population adhère à ces doctrines, à grand renfort de propagande, pour empêcher la propagation des idées de l'adversaire chez lui. En URSS, les opposants sont arrêtés, persécutés et souvent envoyés dans des camps. Aux États-Unis, les personnes soupçonnées d'être communistes sont chassées de leur emploi et parfois emprisonnées. Toute la société est mobilisée pour cette idéologie. Les cinémas, les médias, l'art, la littérature, les bandes dessinées, la radio, tout. La course à l'espace est l'occasion pour les deux grands de montrer leur supériorité et de montrer que leur modèle idéologique et économique est le plus efficace. Si l'URSS envoie le premier homme dans l'espace en 1961, cette course est remportée par les États-Unis qui, les premiers, font marcher un être humain sur un autre astre que la Terre. Il s'agit de Neil Armstrong sur la Lune le 24 juillet 1969. La guerre froide est secouée par plusieurs crises qui ont mené le monde au bord d'un autre conflit mondial. Et vous en avez normalement étudié un, comme la crise de Cuba en 1962 ou la guerre de Corée entre 1950 et 1953. Nous, on va se concentrer sur Berlin, qui réunit à elle toute seule deux crises qu'il ne faut surtout pas confondre. Je vous le dis et je vous le répète parce que chaque année vous me faites la confusion. Berlin est donc au cœur de la première crise de la guerre froide, le blocus de Berlin entre 1948 et 1949. Et rappelez-vous, j'ai dit tout à l'heure qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS a pris Berlin et l'est du territoire allemand, mais l'ouest de l'Allemagne a été pris par les Alliés. Et au lendemain de la guerre, l'Allemagne a été divisée en 4 zones d'occupation entre l'URSS, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Mais Berlin aussi, pourtant en plein territoire soviétique, se retrouve divisé en 4. États-Unis, URSS, Royaume-Uni, France. Ce qu'on ne savait pas en 1945, c'est que le monde allait directement enchaîner avec la guerre froide. À la base, l'objectif c'était surtout d'éliminer définitivement le régime nazi et d'empêcher un retour du militarisme allemand. Mais du coup, vous comprenez que l'URSS, qui voit un morceau de territoire allié au beau milieu de son propre territoire, forcément, elle n'apprécie pas vraiment. Maintenant qu'ils sont plus alliés, hein, ils sont ennemis. C'est dans ce contexte que commence le blocus de Berlin du 24 juin 1948 au 12 mai 1949. L'URSS décide de bloquer toutes les voies routières et navigables par lesquelles Américains, Britanniques et Français communiquent entre leurs zones d'occupation en Allemagne et Berlin, dans le but de récupérer la totalité de la ville. Malheureusement, c'est un échec, car les Alliés vont mettre en place un impressionnant pont aérien pour ravitailler leur zone. Et l'URSS ne peut rien faire. Elle ne peut pas tirer sur les avions, car ils ne sont officiellement pas en guerre.
Et on vient tout juste de sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est juste hors de question qu'on recommence. Le 12 mai 1949, les soviétiques doivent s'incliner et lèvent le blocus. Cet échec cristallise les tensions et la division du monde en deux blocs semble définitive. Alors que la division de l'Allemagne devait être temporaire, deux nouveaux États sont créés, la République fédérale d'Allemagne, RFA, à la place des zones d'occupation alliées, et la République démocratique allemande côté soviétique, RDA. Quelques années plus tard, nous sommes en 1961, c'est le début de la seconde crise de Berlin. Les Alliés, présents à Berlin, c'est toujours un gros problème pour l'URSS. En effet, à Berlin même, il n'y a pas vraiment de frontières, et dès 1949, des milliers d'habitants d'Europe, de l'Est, fuient le communisme en passant par Berlin. Donc ils passent par Berlin-Ouest et rejoignent l'Europe de l'Ouest. Entre 1949 et 1961, c'est plus de 2 700 000 personnes qui fuient, autant de travailleurs qui ne travaillent plus pour la gloire du communisme du coup. Aussi, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, les autorités soviétiques décident de construire un mur qui entoure tout Berlin-Ouest. Un mur qui fera 3,6 mètres de haut, il sera long de 155 km et sera surveillé par 14 000 gardes, et qui restera du coup jusqu'en 1989. Ce mur symbolise le rideau de fer qui divise le monde en deux blocs, mais surtout il empêche désormais les habitants de fuir l'URSS. Pour le président américain Kennedy, en visite officielle 2 ans plus tard en 1963, le fait que les populations vivant à l'ouest n'aient jamais cherché à fuir leur pays est le signe de la supériorité des régimes occidentaux. Voilà pour ce chapitre. Normalement, ce qu'on demande de vous à la suite de ce chapitre, c'est que vous soyez capable d'identifier les différences entre les modes de vie américains et soviétiques, de raconter les crises et les conflits qui découlent de cette différence, d'expliquer comment Berlin est au cœur de la guerre froide, d'expliquer pourquoi la guerre froide est une guerre idéologique, culturelle, d'opinion et d'information. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager, c'est le meilleur moyen de faire progresser et de soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, m'aider de manière directe sur Tipeee ou Utip. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce en l'air. Ici c'est Baptiste et je vous dis à très vite pour une prochaine leçon.